À la une ce vendredi, la 34e session du comité interparlementaire de l'UEMOA, ouverte le 11 août dernier, vient de refermer ses portes à Abidjan. Au nombre des recommandations, l'installation de chambres de commerce des pays membres de l'espace. Les infrastructures de base, hôpitaux, écoles et routes sont quasi inexistantes à Bongouanou, commune située à 218 km d'Abidjan. Reportage sur place dans ce 13h. 52 magasins pour les commerçants, un parc à bétail moderne pour améliorer les recettes municipales. C'est un don du maire d'Odiéné pour le développement de sa commune, notamment en améliorant les recettes communales. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur RTI 1. 34e session du comité interparlementaire de l'UEMOA. Le comité a fait des recommandations, notamment l'installation de chambres de commerce des pays membres de l'espace. La session s'est ouverte le 11 août dernier et elle vient de refermer ses portes ici à Abidjan. Léon Brou. Après 10 jours d'échanges et de réflexion, la 34e session ordinaire accouche du programme d'activité du comité interparlementaire de l'UEMOA pour l'exercice 2015, un programme assorti d'un budget d'environ 2 milliards de francs CFA. Surtout, ce qui fait que nous avons un budget qui sensiblement a augmenté, nous sommes dans une phase de mutation d'un comité interparlementaire à un parlement de plein exercice. Donc, il aura forcément des charges. À l'endroit des États membres, la 34e session préconise des actions en 4 points, dont l'installation ou le renforcement des capacités de la Cour des comptes de l'UEMOA. Nous avons des États où ça fonctionne avec beaucoup plus de relativité. Par contre, nous avons aussi des États où la Cour de compte n'existe pas et des États où les cours de compte sont logés sous un autre vocable, ce qui ne paraît pas bien normal au vu de l'autonomie de gestion, au vu de l'autonomie du fonctionnement. Cette session budgétaire a aussi abrité 4 communications, notamment celle relative au CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, des échanges pour renforcer les capacités des participants. Nous avons eu des communications sur des sujets très importants, comme le CAMES, comme aussi la Cour des comptes, comme aussi avec le président de la BOAD. Ça m'a beaucoup instruit. Le comité interparlementaire de l'UEMOA est un outil au sein des parlements des États membres pour la coopération et l'intégration dans l'espace UEMOA. Sa 34e session ordinaire qui a clos ses travaux ce mercredi a été ouverte le 11 août dernier, ici même à Abidjan. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne et le consul de la République de Cap-Vert en Côte d'Ivoire ont rencontré le président de l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays. Léon Brou. Venu pour s'informer du fonctionnement de son institution, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne a reçu des explications de Guillaume Soro sur les récentes activités de l'Assemblée nationale et notamment la 2e session extraordinaire en cours pour la modification du budget de l'État, des explications qui ont achevé de convaincre Mark Bensberg de la bonne santé du Parlement ivoirien. Des raisons de plus pour le diplomate d'envisager le renforcement de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. On a parlé de les liens entre nos deux parlements et la possibilité d'une visite des parlementaires britanniques ici en Côte d'Ivoire d'ici quelques mois. Renforcement de la coopération aussi entre la République de Cabo-Verde et la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est le sens de l'audience accordée par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, au consul de ce pays. Je suis venu transmettre officiellement l'invitation du président de l'Assemblée nationale du Cabo-Verde à son Excellence Soro Kibafuri Guillaume, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Toujours dans l'optique de raffermir les relations ivoiro-capverdiennes. La Côte d'Ivoire et la République de Cabo-Verde entretiennent depuis de longues dates d'excellentes relations en matière notamment d'économie. Récemment, cette coopération a mobilisé ici même à Abidjan le Premier ministre de ce pays frère pour une visite qui s'est soldée par la signature de plusieurs accords de partenariat.
La Côte d'Ivoire enregistre une baisse de 19% des actes de cybercriminalité par rapport à l'année dernière. C'est un des points importants du rapport du premier semestre 2014 de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, Lassina Ouattara. Si les campagnes de sensibilisation, de lutte contre la cybercriminalité se sont intensifiées ces dernières années, une partie des Ivoiriens se fait toujours anarquer. C'est ce qu'indique le rapport présenté par Galpétien Ouattara de la Direction de l'informatique et des traces technologiques DITT de la police scientifique ivoirienne. On sent une plus forte baisse sur les affaires qui nous sont transmises de l'étranger, mais une hausse des affaires internes. Donc tout ce qui est nouveau type de service lié à la téléphonie, ce type d'arnaque est en hausse. Mais par contre, les arnaques classiques telles que les chantages à la webcam, l'expoliation de comptes mail, on a remarqué une baisse sur ce type d'arnaque-là. Ce résultat est le fruit de la collaboration au plan international entre les polices et les mesures prises par les autorités ivoiriennes, comme les lois relatives à la lutte contre la cybercriminalité et celles relatives à la protection des données à caractère personnel. En termes de préjudice financier, on note une baisse avec des montants toujours énormes. Environ 1,5 milliard au premier semestre contre plus de 1,7 milliard l'an dernier à la même période. En termes de préjudice, on constate une baisse. Mais je ne veux pas qu'on s'arrête à l'analyse du préjudice. Pour moi, le plus important, c'est le nombre d'affaires qu'on traite. On peut traiter 10 affaires aujourd'hui, de 10 000 francs chaque affaire, mais le semestre suivant, on peut traiter une affaire de 1 milliard. Donc le préjudice, ce n'est pas très parlant. C'est surtout le nombre de victimes qui est quelque chose qui parle plus. Et sur ce domaine aussi, on a une baisse sensible. On est passé de 218 cas à 179 cas. Pour être plus efficace, la DITT indique qu'elle va renforcer ses moyens humains, matériels et technologiques. Si l'ANAC est devenue un phénomène de masse et a même gagné les écoles pour s'ériger en un mode de vie chez les jeunes, Galpétien Ouattara explique que la réponse policière à la cybercriminalité ne suffit pas. Il faut de la sensibilisation et l'éducation des jeunes Ivoiriens, dont plusieurs ont fini cette année derrière les barreaux. 2 camions de planches, de chevrons et de charbon de bois dont on ignore la provenance ont été saisis à Diaké. Les forces d'intervention rapide à l'origine de cette saisie ont mis les camions et leur contenu à la disposition des agents des eaux et forêts. Chantal Akanda. C'est au cours d'une patrouille de sécurisation que les éléments du lieutenant Anno Célestin, chef des opérations des forces d'intervention rapide FIR, basé à Adiaké, ont mis la main sur ce camion benne. À son bord, un chargement de planches et chevrons dont on ignore la provenance. Toujours sur l'axe Adiaké à Loré, dans la région de Fouille, un autre camion du même type et ses occupants ont été interpellés. Ces personnes sont accusées de détruire une partie de la forêt classée pour en faire du charbon de bois destiné à la commercialisation. Ces camions saisis ont été mis à la disposition des agents des eaux et forêts d'Adiaké pour nécessité d'enquête. Les forces de sécurité formées et informées sur les droits de l'enfant, une initiative appliquée depuis 2009 dans les écoles de police et de gendarmerie. Il s'agit aujourd'hui de faire le point sur l'état d'avancement du projet. Grâce Kando. L'intégration de cours permanents et obligatoires sur les droits de l'enfant au sein des écoles de police et de gendarmerie. Une préoccupation au centre d'un atelier de formation. Une rencontre qui marque la fin d'un processus de renforcement des capacités des policiers et gendarmes à mieux assurer la protection des enfants. Un projet lancé en 2009 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il sera donc question de faire l'état des lieux et définir les pistes d'action à privilégier afin de consolider les acquis et assurer leur durabilité. On a remarqué que jusque-là, dans nos écoles de police et de gendarmerie, le droit des enfants, la protection des enfants, qui est un domaine très important, n'est pas enseigné dans ces écoles. Donc, les formateurs qui ont été formés vont nous permettre de combler un tout petit peu ce déficit d'enseignement. Il y avait quelques cours sur les droits de l'enfant, mais c'était des cours surtout au niveau des connaissances. Il s'agissait d'apporter, de greffer à ces connaissances-là des compétences
de savoir-faire et de savoir-être dans l'interaction avec les enfants et surtout de mieux comprendre c'est quoi un enfant et quel est le rôle des forces de sécurité par rapport aux différentes problématiques que vivent les enfants en Côte d'Ivoire. 2 jours durant, policiers, gendarmes, représentants d'ONG nationales et internationales seront formés sur les droits de l'enfant. Nous irons nos écoles respectives et donner 40 heures de cours au profit de nos élèves stagiaires dans ces 20 écoles. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs activités seront menées, parmi lesquelles des rencontres stratégiques avec les principaux acteurs du projet. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, en tournée à Soubré, dans le sud-ouest du pays. Il a échangé avec les populations, notamment à propos des travaux de construction du plus grand barrage de Côte d'Ivoire à Soubré. Serge Coléa. À Soubré, le 25 février 2013, date du lancement des travaux du barrage hydroélectrique par le président de la République Alassane Ouattara, reste gravé dans la mémoire collective. L'ouvrage qui sera livré en 2015 va renforcer la capacité de couverture de la Côte d'Ivoire qui pourra être autosuffisante en électricité et approvisionner la sous-région. Le futur barrage de Soubré classe surtout Soubré au rang des villes émergentes et économiquement fortes. Et pour cela, les filles et fils de Soubré ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Soubré, riche de ses ressources agricoles, espère maintenant être un pôle économique. Pour le ministre d'État, Albert Mabry-Touakus, le bonheur arrive à Soubré qui aura bientôt une zone industrielle et de nombreuses infrastructures. La ville va donc se transformer d'ici à 2 ans grâce au président de la République, a-t-il indiqué. Tout ce qu'Alassane Ouattara a promis, eh bien il le réalisera, il aura les moyens de le réaliser. Et dans les délais. Mais à condition que nous ayons la paix de manière durable. C'est pour ça qu'on lui demande de continuer. Parce que ce qu'il peut réaliser pour nous dans les 5-6 ans à venir, personne d'autre parmi nous en Côte d'Ivoire, homme politique, ne peut réaliser cela. Personne. Il n'y a que lui. Ce n'est pas une candidature unique que nous demandons, mais une candidature qui rassemble pour la Côte d'Ivoire, pour continuer les chantiers qui ont démarré. L'énergie est le moteur du développement, c'est pourquoi le barrage de Soubré qui fera de la Côte d'Ivoire un hub énergétique est important. Soubré, à travers ce cadre, soutient les nombreuses actions de développement du président de la République. Les cadres ont assuré le ministre d'État, Mabry-Touakus, de leur soutien et de leur attachement au chef de l'État. Sur le site impressionnant du barrage de Soubré, les ingénieurs et les équipes sont à pied d'œuvre. Les travaux du plus grand barrage de la Côte d'Ivoire, avec une capacité de 275 MW, avancent, comme a pu le constater le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakus. Le maire de la commune d'Odiéné offre 52 magasins aux commerçants de la ville et un parc à bétail moderne. Objectif, améliorer les recettes municipales en vue de satisfaire aux besoins de la commune. Brahima Doumbia pour le reportage. Comment améliorer les recettes de la commune d'Odiéné pour permettre à la mairie de répondre aux besoins des populations? Touré Naseneba Diané, maire de la commune d'Odiéné, a trouvé son chemin. Elle a choisi d'augmenter les magasins du grand marché et de moderniser l'embarquement du bétail. C'est dans ce cadre qu'elle a procédé à la remise des clés de 52 magasins et l'inauguration du parc à bétail, 2 leviers importants pour l'amélioration des recettes de la commune. Elle a salué la contribution des élèves du centre de formation professionnelle. Consciente que le parc à bétail peut rapporter gros à la commune, elle ambitionne de mettre l'outil en libre gestion pour capitaliser le retour sur investissement consenti par la mairie. Pour Madame le maire d'Odiéné, le marché et le parc à bétail sont les mamelles essentielles pour booster les recettes municipales afin de donner satisfaction aux populations d'Odiéné. Cissé Mamadou Bakongo, président des commerçants d'Odiéné, a remercié le maire pour les magasins réhabilités. La commune de Bongouanou, à 218 km d'Abidjan, fait partie de l'ancienne boucle du cacao. Elle souffre aujourd'hui du manque d'infrastructures de base. Hôpitaux, écoles et routes sont quasiment inexistants. Honorine Anigori et Mamadou Kwasi. Située dans la région du Moronou, la ville de Bongouanou rencontre d'énormes difficultés pour son développement, surtout en matière d'infrastructures routières.
Nous avons besoin de routes. C'est les routes qui nous protègent. Sinon, au niveau des marchés, ça va, tout va bien. À côté de cette réalité, un autre problème, celui de l'occupation saine de la jeunesse. Comme les jeunes, les femmes souhaitent également bénéficier de l'assistance des autorités locales et des cadres de la région. Nous voulons des infrastructures, des emplois pour que la jeunesse de Bongo puisse se développer. On veut que vraiment le maire nous aide à faire nos commerces pour pouvoir soutenir nos maris et les enfants aussi. Pour le maire de la commune de Bongouanou, Félix Eyutano, de nombreuses initiatives sont en cours de réalisation pour le bien-être de ses administrés. Il y a un marché qu'on est en train d'entretenir. On continue des écoles, on continue des marchés, on arrange les rues, la jeunesse et les femmes. Regrouper les jeunes en coopératives, en associations et en sociétés pour qu'ils participent à toutes les actions de construction et de réalisation. Nous subventionnons certaines études, des permis. Les femmes, j'ai regroupé les restauratrices, les productrices de vivriers. C'est ce que je compte faire pour aider les femmes à se prendre en charge elles-mêmes. Le conseil régional du Moronou n'est pas en marge de ces initiatives. Plusieurs projets sont en vue dans le but d'apporter un mieux-être à la population. 5e édition du Forum humaniste ouest-africain dans la capitale économique ivoirienne, un lieu d'échange d'expériences pour les pays participants dans les domaines de la promotion et du développement humain. Il s'agit de créer une nouvelle génération d'Africains qui respectent et appliquent les droits humains. Godefroy Okambawa, Chantal Akanda. La 5e édition des humanistes ouest-africains a vu la participation du Mali, du Togo et du Ghana. Ils ont fait un tour d'horizon sur la vision de l'Afrique de l'Ouest d'ici à 2030. Les échanges ont porté essentiellement sur l'application de la démocratie et des droits de l'homme. Occasion pour la Côte d'Ivoire, pays hôte, après la Guinée-Conakry en 2013, de partager son expérience en matière des droits de l'homme dans l'espace CEDEAO. L'Afrique de l'Ouest a été beaucoup mouvementée au niveau des violences et nous avons voulu quand même qu'il y ait cette plateforme d'échange pour que les pays qui sont limitrophes à notre pays puissent venir nous dire comment les choses se sont passées. Et ça nous permet aussi nous, de prendre des précautions pour éviter au fur et à mesure les problèmes que nous rencontrons dans ce domaine. Ce forum nous a permis de relever pas mal de problèmes liés à la sous-région. Nous avons essayé de relever ces problèmes et aussi apporter des suggestions. Et ces suggestions iront pour accompagner nos gouvernants dans les prises de décision. Au terme des échanges, plusieurs résolutions ont été prises, notamment l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants, la facilitation de l'accès à l'éducation, à la santé des populations et l'insertion des jeunes diplômés sans emploi dans l'espace CEDEAO. Selon le mouvement humaniste international, la rencontre d'Abidjan est sans doute celle qui permettra de voir une Afrique de l'Ouest forte et solidaire des peuples d'ici à 2030. Direction d'Ivo, la ville a besoin d'écoles primaires et c'est la somme de 250 millions de francs CFA qui va être décaissée. Le reportage est signé Mamadou Kouassi. Acclamations et cris de joie de ces écoliers pour exprimer leur fierté. Dans quelques mois, les salles de classe de fortune seront remplacées par des salles de classe modernes et adaptées à la formation de base. Nous sommes à Krofresso dans le département de Divo, situé dans la région de Logibwa. Ce village sera doté d'une école de 6 classes, 2 bureaux, des latrines et d'une cantine scolaire. Le tout d'une valeur de 25 millions de francs CFA, entièrement financé par l'ONG Sociale Vie Chrétienne Internationale. Ce projet sera reproduit dans 10 villages de la région de Logibwa, pour un investissement total de 250 millions de francs CFA. Pour le responsable de cette structure caritative, ce projet de construction de 10 écoles primaires vise à occuper sainement les enfants, tout en les mettant à l'abri de toute velléité d'utilisation dans les plantations de café et de cacao. Toujours selon le docteur Yapi Olivier, ce renforcement d'infrastructures scolaires va réduire considérablement le taux d'échec scolaire et les nombreux abandons d'écoles. Ces écoles seront disponibles selon les techniciens avant la fin de l'année. Une initiative saluée par les responsables scolaires qui entendent accompagner ce projet en vue d'améliorer les conditions de travail des enfants. Les populations bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'ONG Sociale Vie Chrétienne Internationale. Elles ont promis soutenir le projet en vue de permettre aux enfants d'avoir de meilleurs résultats scolaires.
La journée du manuscrit francophone 2014 est annoncée pour le 24 octobre prochain à Dakar, au Sénégal. La sélection du meilleur manuscrit est donc lancée. Le ministère de la Culture et de la Francophonie invite auteurs et débutants à envoyer leurs manuscrits. Franck Quadio. Écrire, un exercice fastidieux. Et une fois le manuscrit bouclé, publier son ouvrage en passant par l'éditeur, que de difficultés. La journée du manuscrit francophone 2014, qui sera célébrée le 24 octobre prochain à Dakar, au Sénégal, vient comme une alternative initiée par les éditions du Net, maison d'édition de livres en ligne. Avant donc cette échéance, les auteurs francophones, débutants ou confirmés, sont invités à envoyer leurs manuscrits au plus tard, le 31 août 2014 sur le site www.lajourneedumanuscrit.com/ci. L'annonce est faite par le directeur du livre, Henri Nkumo, au ministère de la Culture et de la Francophonie, la Côte d'Ivoire assurant le parrainage de l'événement. Cette opération est assez intéressante parce qu'elle donne l'occasion à tous les détenteurs de manuscrits endormis dans les tiroirs de les revisiter et de leur donner une nouvelle vie. Mais elle est également ouverte aux détenteurs de manuscrits qui sont des écrivains affirmés, afin qu'eux également rendent visible au niveau international, au niveau mondial, leur production. La promotion du livre via le net, une façon d'être dans l'ère du temps. L'avantage aujourd'hui, c'est que l'espace de l'Internet est un espace ouvert et gratuit et les détenteurs de manuscrits n'ont qu'à aller sur le site. Le 24 octobre donc, la journée du manuscrit francophone, qui est à sa deuxième édition, permettra de sélectionner les 30 meilleurs manuscrits qui seront édités chacun en 100 exemplaires, des manuscrits qui deviendront des œuvres publiées par les librairies partenaires. Un mot de religion, la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Transsois a 75 ans. L'Église a célébré ses 75 années au service de l'enseignement et de la religion chrétienne avec les fils et filles de la sous-préfecture de Transsois, zone est de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Moussa Konaté est commenté par Grace Kando. 75 ans que la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Transsois, dans la région du Gontougo, à l'est de la Côte d'Ivoire, a été portée sur les fonds baptismaux par les missionnaires. 75 années d'évangélisation. La paroisse de Transsois a grandi. L'événement se fête. Les premiers chrétiens ont eu tous les problèmes avec les parents au village. Pour tous ceux qui venaient ici, se cachaient pour venir ici, ils étaient chicotés après. Mais avec la persévérance, alors ils ont réussi à nous éduquer aussi dans la foi chrétienne. Il nous appartient, nous aujourd'hui, fils de ce diocèse, connaissant nos coutumes, nos pratiques, nos traditions, à faire cette inculturation pour permettre à nos frères de vivre leur foi en tant que chrétiens sans avoir l'impression de renier leurs coutumes, leur culture. 15 août 1939 marque le début de l'œuvre missionnaire. La paroisse Notre-Dame de l'Assomption est bâtie. Kwaku Sévérin est âgé de 78 ans. Il fut le premier enfant de cœur de la paroisse. Pour ce vieil homme, que d'émotions. J'ai été le premier serviteur de cette paroisse. C'est une grande joie pour moi d'être présent à ce 75e anniversaire. Que Dieu donne longue vie à cette paroisse. Procession, prières, exhortations ont marqué ce 75e anniversaire. Monseigneur Benoît Kwasi, administrateur du diocèse de Bondoukou, demande aux fidèles de vivre à l'image de la Vierge Marie. Notre monde aujourd'hui, menacé de toutes parts par toutes sortes de maux, la misère, le sous-développement, le chômage, les maladies incurables. Si nous voulons vaincre toutes ces difficultés, toutes ces misères, nous devrons compter sur le secours de Maman Marie. La paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Transsois compte actuellement des milliers de fidèles qui témoignent de leur foi. La Côte d'Ivoire a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre toute compétition sportive internationale prévue sur son sol. Quelles en sont les raisons? Le ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Alain Lobognon, explique cette décision des autorités ivoiriennes dans ce reportage signé Anne-Marie Nguesson et Anja Sokro. Nous disons donc aux fédérations de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'organisation de compétitions sportives à caractère international à Abidjan afin de prendre les mesures préventives
Donc il s'agit simplement de mesures préventives. Les sélections nationales engagées dans les éliminatoires de la CAN 2015 peuvent être aussi confrontées aux problèmes de déplacement en cas de délocalisation de leurs rencontres. Les matchs de football impliquant les clubs ASEC, CW dans le cadre de la Coupe CAF, ces matchs auront bel et bien lieu en Côte d'Ivoire lorsque les équipes ivoiriennes doivent recevoir. La Sierra Leone est un pays qui a fermé ses frontières pour cause de virus Ebola. Faut-il maintenir le match au 6 septembre? Nous pensons qu'il appartient à la CAF de prendre la bonne décision. Pour sa part, la Fédération ivoirienne de football s'aligne sur les mesures prises par le gouvernement. Toutefois, elle continue les négociations pour trouver la solution idoine. Évidemment, la question reste de savoir si notre match contre la Sierra Leone, pour ce qui concerne l'équipe A, aura lieu à Abidjan. À l'heure où nous faisons ce point de presse, il faut dire que la question reste entière. Nous continuons donc de rechercher, avec l'appui de la CAF et des autorités nationales, un point d'accord pour que ce match ait lieu. Où se jouera finalement la rencontre Côte d'Ivoire-Sierra Leone du 6 septembre prochain? La question reste posée. Le virus Ebola continue de faire des victimes en Afrique de l'Ouest. À ce jour, 2240 personnes atteintes et 1350 tuées. Marvin Kay, lui, a survécu à la maladie. Assistant orthopédique à l'hôpital catholique Saint-Joseph de Monrovia au Libéria, il a contracté Ebola et a réussi à guérir. Et le médecin Ken Brantley et aussi l'aide assistante Nancy Whitball, les deux travailleurs humanitaires américains infectés par le virus Ebola au Libéria, sont complètement guéris. Ils avaient été tous deux rapatriés aux États-Unis pour recevoir des soins. Le Sénégal a quant à lui fermé jeudi ses frontières avec la Guinée en raison de l'épidémie d'Ebola, plus de 3 mois après les avoir rouvertes, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Les postes frontaliers officiels avec la Guinée sont situés dans le sud et le sud-est du pays. En Afrique du Sud, c'est l'industrie touristique qui est fortement secouée par Ebola. L'Office du tourisme sud-africain s'inquiète du nombre d'appels croissants concernant le risque d'Ebola dans le pays. Déjà, des voyages touristiques sont annulés pour le pays pour qui le tourisme est une source importante de revenus. Reportage sur place en Afrique du Sud. Lever de soleil sur la savane ou séance de bronzage au bord de la piscine. Pour certains touristes, l'expérience se résume en un mot, l'Afrique. Alors, quand à ces images se substitue celle d'un virus mortel et extrêmement contagieux, tous les pays du continent sont mis dans le même sac. Derrière ces inquiétudes sanitaires, il y a la notion que nous sommes tous les mêmes. Il y avait un sentiment similaire quand il y a eu des éruptions de violence au Kenya. C'est comme ça que persiste l'idée selon laquelle l'Afrique est un pays. L'épidémie d'Ebola est pour l'heure cantonnée à 4 pays frontaliers de l'Afrique de l'Ouest, Guinée, Libéria, Sierra Leone et Nigeria. Loin, très loin de là, l'Afrique du Sud, à plus de 6000 km de la Guinée. Autrement dit, Johannesburg est plus éloigné du foyer de la maladie que Paris ou Rio de Janeiro. Mais la géographie cède facilement à la psychose. Dans le doute, certains touristes préfèrent ne pas s'approcher du continent. La plus grosse annulation que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui, c'est un voyage de groupe de 1600 personnes qui devait arriver en Afrique du Sud le 9 septembre. Ils ont annulé il y a 2 semaines. Depuis, 10 ou 11 autres réservations ont été annulées. Les annulations de réservation restent encore limitées, mais si ce phénomène venait à se généraliser, il pourrait porter un coup sévère à l'économie sud-africaine. Le tourisme représente plus de 10% du produit intérieur brut. Ce jeudi, pour limiter les risques, le pays a annoncé fermer ses frontières aux voyageurs venant des 3 pays les plus touchés par Ebola. En Égypte, une collision de 2 bus dans le sud du pays a fait 33 morts et 41 blessés. L'accident a eu lieu dans une station balnéaire ce vendredi.
Et puis, journée de deuil national ce vendredi également en Malaisie. Hommage au premier corps des victimes du vol Malaysia Airlines abattu en Ukraine le 17 juillet dernier. À bord de l'avion affrété spécialement par la compagnie, les 20 premiers corps des 43 victimes malaisiennes. Et voilà qui met fin à ce 13h. Très bon vendredi à vous tous sur RTI1.